Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce 8 novembre 2022 sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce jour. Aujourd'hui, le sujet du jour nous conduit en Égypte, notamment à la 27e conférence de l'ONU sur le climat. On en parlera tout au long de cette émission. Que peut gagner, voilà, l'Afrique de ce côté, que peut attendre l'Afrique. On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanent, Monsieur Nombissi Wafo. On aura également l'info du jour qui nous conduira toujours en Égypte sur la COP27. On aura l'image du jour, les unes du jour. Et ce sera avec Kwechu qui est sur ce plateau à qui je dis bonjour. Bonjour Moto, bonjour bien sûr à nos nombreux téléspectateurs, bonjour donc à ceux qui nous rejoignent encore ce matin. Je ne vais pas m'avancer à citer une capitale particulière, mais simplement vous saluer d'où que vous soyez en Afrique et même partout dans le monde, puisqu'on sait que vous nous regardez des quatre coins de la planète. Effectivement, Kwechu, la semaine, elle a bien débuté. J'espère que tu ne fais pas partie de ceux qui ont... Elle a bien débuté hier. C'est vrai que tu as quelques 24 heures de décalage, n'ayant pas été là. Oui, elle a bien débuté et elle se poursuit bien. Donc on me font savoir, hein, d'ailleurs je l'ai appris ce matin, que le lundi, parfois ça peut être la plus bonne journée de la semaine. Voilà. Parce que tout ce qu'on a raté le week-end, on peut le rattraper le lundi. Voilà. Bien le bonjour donc à ceux qui ont eu un lundi très très particulier, festif et plein de joie. Voilà, je salue la réalisation de cette émission et la rédaction même. Alors à présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous ai dit, nous conduit en Égypte, notamment la 27e conférence de l'ONU sur le climat. Que peut attendre l'Afrique de ce côté? Eh bien, la COP27 s'est ouverte dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte, alors que les événements climatiques violents se multiplient à travers la planète. Sécheresse, inondations en Afrique, canicules et incendies à répétition en Europe. L'objectif de ce rendez-vous planétaire qui rassemble 200 pays est donc de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts durant cette COP27 en Afrique. Voilà, les pays du Sud et en particulier ceux du continent vont réclamer des dommagements financiers pour faire face aux catastrophes. Cette COP27 en Afrique se veut une COP africaine, donc c'est une occasion unique pour les pays africains de remettre un peu d'équilibre dans la balance depuis plusieurs années. Et cela s'est vu encore plus à Glasgow lors de la COP26. La voix des pays africains qui payent pourtant le plus lourd tribut n'est pas très attendue au cours de cette COP. Les pays africains espèrent que les thématiques qui leur sont importantes puissent avancer parce que c'est une occasion unique. Lors de la COP26 de Glasgow, les pays riches avaient rejeté l'établissement d'un mécanisme financier dans l'immédiat, cependant seulement à la mise en place d'un simple calendrier de dialogue sur les compensations financières. Cependant, les militants espèrent que le sujet pourra revenir sur la table à Sharm el-Sheikh au moment où la planète est confrontée à une série d'inondations, canicules et sécheresses, des catastrophes particulièrement sévères pour l'Afrique. Selon une étude récente du Carbone, bref, les événements météorologiques extrêmes ont tué au moins 4000 personnes et ont déplacé 19 millions à travers le continent, rien que depuis le début de l'année 2022. Cette conférence est une initiative mise en place par les Africains. À la 26e conférence, des parties devraient permettre à la mobilisation de 25 milliards de dollars pour financer l'adaptation voilà, du continent africain. Véritable fiasco. Elle s'est soldée par la promesse d'une ridicule enveloppe de 55 milliards de dollars pour 54 pays africains. Alors, que peut attendre l'Afrique de cette COP27 du côté de Sharm el-Sheikh en Égypte? Mesdames, Messieurs, c'est notre thématique du jour et vous, téléspectateurs et internautes, vous pouvez également réagir sur cette thématique, notamment sur nos différentes plateformes, notamment YouTube et Facebook. Facebook, notre page For You Media Africa. Vous laissez vos messages et à la fin de l'émission, on aura le plaisir de lire tous vos messages apparus durant toute l'émission. Tout à l'heure, on aura la visite de notre
consultant permanent, M. Nombissi Wafour. On aura également l'avis du militant écologiste Didier Yimkwa. Ce sera tout à l'heure, mais à présent, je vais poser la question à vous, Kwechu. Que peut attendre l'Afrique de ce côté-là, de Sharm el-Sheikh en Égypte, lors de cette COP27 qui s'achèvera le 18 novembre? Elle peut simplement profiter de cette plateforme qui est aujourd'hui en Afrique, donc en Égypte, de pouvoir poser sur la table et exiger finalement que les promesses faites lors des précédentes COP soient tenues. Des promesses notamment à l'endroit de l'Afrique et globalement donc des pays du Sud. Puisqu'aujourd'hui il y a un fossé qui existe dans les problématiques de réchauffement climatique entre les pays nord et les pays sud, simplement pour dire entre les pays riches et les pays pauvres. Et malheureusement, dans les pays pauvres, on voit en grande partie l'Afrique. Alors, poser plus d'exigences du fait que ce soit en Afrique, simplement parce que le pacte de Glasgow qui a été signé l'année dernière en 2021 lors de la COP26 n'a pas réellement été, respecté jusqu'ici. Et d'ailleurs, à la faveur de d'autres rendez-vous sur la question climatique, de nombreux pays africains étaient sortis au créneau pour dire nous subissons les conséquences du réchauffement climatique, et comme il avait été convenu, un montant devait être alloué aux pays pauvres, notamment à l'Afrique, pour pouvoir gérer ces situations dont qu'on aurait pu s'éviter s'il n'y avait pas eu ce réchauffement climatique, qu'il faut le dire, est en partie dû à la forte industrialisation des pays développés, donc des pays en général du G20, qui étaient convenus donc d'allouer au moins la somme de 100 milliards de francs CFA à l'endroit des pays pauvres par an pour pouvoir gérer ces situations donc de réchauffement climatique qui ont comme conséquence immédiate des inondations monstres, comme on en a vu dans beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, ou encore des feux de forêt, ou encore la sécheresse, comme on peut le voir dans la corne de l'Afrique, dont notamment même le Soudan, tous ces pays qui souffrent aujourd'hui d'insécurité alimentaire, malheureusement accrue à cause encore de cette situation géopolitique aujourd'hui qui est créée par la guerre en Ukraine. Donc, tous ces facteurs ont concouru à mettre à mal ces pays africains qui, non seulement traversent une situation difficile de famine et doivent encore gérer maintenant les conséquences du réchauffement climatique dont ils ne sont pas responsables en majorité. Il faut le dire, on estime les chiffres à près d'uniquement 3% d'émissions venant de l'Afrique, quand on sait que 83% et un peu plus sont répertoriés entre l'Europe et les Amériques, et bien sûr la Chine qui récupère donc. Et comment ça se fait donc que l'Afrique, qui n'est émetteur de gaz à effet de serre qu'à hauteur de 3%, subisse en grande partie les conséquences de ce réchauffement? Donc reposer sur la table, parce qu'il faut préciser d'ailleurs que le pacte de Glasgow non seulement demandait déjà à ces pays pauvres qui avaient signé et qui avaient pris l'engagement de mettre cette somme de 100 milliards qui n'est pas versée pour le moment. Le montant n'est même pas respecté. On estime à peine 80 milliards et un peu plus qui sont reversés, alors que dans le pacte, il est même prévu d'augmenter la somme à hauteur même de 500 milliards. Effectivement. Donc, on n'est pas en train de dépasser les 100 milliards, voire même de ne pas les respecter du tout. Et on est très loin des 500 milliards qui sont prévus pour dédommager donc, ces pays africains. Donc, c'est le lieu simplement de poser ce problème sur la table et d'exiger finalement ces financements pour dommages subis à cause du réchauffement climatique. Et je pense que la présidence aujourd'hui en Afrique, puisque du fait d'être en Afrique, c'est l'Afrique effectivement qui préside. Voilà. Il faille donc que finalement on tape du poing sur la table et d'exiger ces financements. Je pense que c'est la seule carte à jouer. Pour le reste, il est encore d'autres questions, comme la question des énergies fossiles, sur laquelle l'Afrique malheureusement aujourd'hui fait quand même blocus, quant à dire on ne peut pas, de but en blanc comme ça, arrêter
d'utiliser des énergies fossiles quand nos économies, nos industries sont fortement encore dépendantes de cela. Oui. Vous avez eu des années, des décennies, voire des siècles à utiliser ces énergies qui ont développé vos pays. Et nous, aujourd'hui, on est encore très tributaires, dépendants de ces énergies, et on ne peut pas, du jour au lendemain, décider de ne plus extraire ces richesses de nos mines. Et encore que c'est un langage même à double tranchant du côté des pays développés, entre guillemets, parce que si a priori ils disent qu'il ne faille plus en utiliser, malheureusement, ou alors il faut constater que derrière, eux continuent encore d'utiliser en grande partie. Même s'ils ont trouvé des politiques parallèles pour essayer de réduire, mais ils continuent. On évoquait encore des États-Unis qui ont construit le plus grand navire aujourd'hui qui existe encore sur la planète, et un navire qui va pour beaucoup dépendre du pétrole et donc des énergies fossiles, et qui va continuer à polluer. Comment donc continuer à produire de tels engins et prôner après un discours allant dans le sens de dire non, on ne veut plus des énergies non renouvelables et tout ça. Donc c'est un discours assez ambigu, et l'Afrique doit finalement mettre ses pays développés face à cette réalité, quant à dire il faut jouer franc jeu avec nous. Et justement, c'est ce qu'a fait le président du Sénégal, également président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall. De ce côté-là, il a plaidé pour la cause de l'Afrique, et on espère également que le fait que l'Afrique accueille cette COP 25 ira à l'avantage de l'Afrique. COP 27, bien sûr. Oui, franchement, on ne peut pas, c'est un drame qui touche la planète. On ne peut pas, à la faveur d'une journée, estimer qu'on va réduire de 50% des gaz à émission de serre. Il est simplement question d'implémenter des mesures qui ont été prises, parce que de se rencontrer à chaque COP, émettre des voies de solution pour réduire les émissions et ne pas les respecter, c'est vraiment tourner en rond. Voilà, Kewitchou, merci pour cette belle analyse de ce sujet de ce jour. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on aura l'avis de notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo. On aura également l'avis du militant écologiste Didier Yimkwa. À présent, on s'intéresse à l'info du jour. C'est avec moi, sans transition. Voilà, l'info du jour nous conduit justement en Égypte. Cette COP 27, les dirigeants africains appellent les pays riches à verser les financements promis lors de la COP 26 du côté de Glasgow. Et bien plus de 150 chefs d'État, de gouvernement sont réunis à Sharm el-Sheikh pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Le 7 novembre 2022, les dirigeants africains ont appelé les pays responsables des émissions historiques, les pays riches, à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres, d'autant plus que ces pays rendent d'immenses services climatiques, notamment grâce à leurs forêts. Premier dirigeant africain à intervenir à la tribune, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé au nom de tout le continent. Il faut agir à Sharm el-Sheikh pour faire histoire et non la subir, a-t-il martelé. L'Afrique doit recevoir les financements promis au nom de la dette climatique et des services qu'elle rend avec ses forêts. Le président Macky Sall a déclaré, je cite, « Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite un quart de ce qui reste encore de forêt tropicale, offrant à la planète un de ses rares poumons verts », lance le président sénégalais. Nous voulons aussi aller de l'avant dans l'adaptation au changement climatique. Nous en supportons le coût avec le développement de projets verts financés souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre doit être financée par des dons conformément aux engagements convenus. Le droit à une transition verte adaptée à son niveau de développement aussi lui être reconnu. Ce sont les propos du président Macky Sall, le président du Sénégal, également président en exercice de l'Union africaine. On va prendre l'extrait de son discours lors de sa prise de parole à la tribune de Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP 27. Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi,
Président de la République arabe d'Égypte, Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la COP 27, Mesdames, Messieurs, au nom de l'Afrique, je vous remercie vivement et vous félicite, chers frères, Président Abdel Fattah al-Sisi, pour votre aimable invitation et l'accueil convivial qui nous est réservé en terre égyptienne, parée de sa belle identité arabo-africaine et de son charme maritime. Tout a été dit sur l'état d'urgence climatique qui nous réunit ici. Les études scientifiques ont alerté plus d'une fois et nous vivons au quotidien les manifestations extrêmes des dérèglements climatiques. Plus que jamais, il faut agir pour sauver la planète par la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. L'Afrique y est engagée avec le projet de la Grande Muraille Verte en cours d'exécution qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne. Et ceci autour d'activités de restauration des terres et d'activités de reboisement et de création d'activités agro-silvopastorales. Mesdames et messieurs, même si elle ne contribue que pour moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique souscrit à un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique pour un objectif de neutralité carbone à un horizon raisonnable. Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable, en lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement, y compris l'accès universel à l'électricité, dont 600 millions d'Africains restent encore privés. Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ses rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Nous voulons aussi aller de l'avant dans l'adaptation au changement climatique. Nous en supportons le coût avec le développement de projets verts financés souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre de l'adaptation doit être financée par des dons conformément aux engagements convenus. En collaboration avec le Centre mondial pour l'adaptation et les pays et institutions partenaires, nous avons lancé en septembre dernier un appel à l'action pour la mise en œuvre du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Et c'est le lieu de remercier ici les pays européens ainsi que la Fondation Gates qui ont été les partenaires qui ont contribué à hauteur de 90 millions d'euros, et ceci pour faire un effet levier en vue de lever 9 à 10 milliards d'euros pour l'adaptation. Et selon le Centre mondial, le financement cumulé de l'adaptation prévue avant 2030 représentera, hélas, moins du quart des besoins estimés par les pays africains
dans leur contribution déterminée au niveau national. Sharm el-Sheikh nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. Subir l'histoire en ignorant le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui veut que ceux qui polluent le plus payent le plus pour aider à sortir la planète de son état d'urgence climatique. L'Afrique est venue au rendez-vous de Sharm el-Sheikh dans un esprit de participation responsable au sauvetage de la planète, résolue à faire l'histoire et non à la subir. Nous sommes disposés à travailler avec tous les partenaires pour que la COP de Sharm el-Sheikh ne soit pas un constat de plus sur le péril climatique tel que le film vient de nous le montrer, mais une action de plus en faveur du climat dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Assurément, le temps ne doit plus être aux promesses, mais à l'action pour sauver la planète, notre habitat commun. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à la réalisation. C'était l'extrait du discours du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, lors de sa prise de parole à la tribune de la COP 26, de la COP 27 du côté de Sharm el-Sheikh en Égypte. Le président Macky Sall a martelé dans son discours qu'il faut que les dettes promises lors de la 26e COP à Glasgow doivent être prises en compte et que ces pays qui polluent plus doivent payer aussi grandes choses. Les grands pollueurs doivent payer ceux qui polluent le moins, parce que ceux qui polluent le moins sont ceux qui subissent le plus effectivement. Les actes qui ont été posés donc quelques années auparavant par les grands pollueurs. Et la réalité voulant que les grands pollueurs soient également les plus riches à l'heure actuelle, il n'est que normal que les plus riches grands pollueurs puissent dédommager les pays pauvres aujourd'hui pour pouvoir gérer une situation qui est simplement due aux actions qu'ils ont menées, ces pays riches, quelques années auparavant. Oui. Je crois qu'il est aussi important, d'ailleurs, de relever que, en plus d'être un dédommagement, ça doit être un encouragement même, parce que le facteur, effectivement, forêt équatoriale, qui se situe en Afrique, et qui constitue un quart quand même des réserves, on a envie de dire, d'oxygène aujourd'hui de la planète. C'est un acte à saluer de la part de l'Afrique, parce qu'il faut quand même reconnaître que beaucoup de ces pays ont détruit, à cause de leur forte industrialisation, le peu de forêt qu'ils avaient. Oui. Donc, nous, on a pris la peine de les préserver, malgré d'ailleurs tout ce qui est déforestation grandissante. On se bat quand même à pouvoir préserver cette richesse qui finalement contribue à préserver tout le monde entier. Et d'où vient-il qu'aujourd'hui, ce soit à nous de subir ces conséquences sans avoir un coup de main de la part de ces pays développés. Et d'ailleurs, il faut bien constater que les questions climatiques lors de la COP, lors des différentes COP, sont également le lieu finalement de remettre sur la table un fossé qui existe entre les nouveaux pays riches comme la Chine ou encore l'Inde, qui tend quand même à faire grandir son industrie. Et d'ailleurs, ce sont les deux absents de cette COP. Effectivement. L'on estime leur attitude comme un peu
hautaine ou du moins à faire front aux grands pays industrialisés d'antan que sont les États-Unis et globalement toute l'Union européenne. Alors eux simplement ils font blocus parce que la Chine aujourd'hui est considérée comme le plus grand pollueur de la planète, mais la Chine également a une économie qui va grandissante de manière exponentielle. Alors, on a ces pays qui disent clairement aux autres pays développés qui, eux, prônent beaucoup plus ce discours quant à respecter les accords de Paris de 2015. Et quant à dire, d'accord, nous, on a une économie qui est en marche et qui est très dépendante des énergies malheureusement polluantes qu'on utilise aujourd'hui. Mais il n'est pas question pour nous de laisser tomber du jour au lendemain. Voilà. Vous ne nous apportez pas soutien pour qu'on puisse laisser tomber ces énergies. Mais vous voulez qu'on réduise nos productions quand vous-même, vous ne jouez pas franc jeu. Vous ne jouez pas franc jeu. Et vous voulez que nous, on réduise nos productions et donc qu'on pollue moins et qu'on diminue donc également notre croissance économique. Sur la base de quoi? Et j'ai presque envie de dire trivialement qu'ils ont envoyé simplement balader ces pays riches. Oui, voilà. Donc, la Chine, l'Inde ne sont pas présents. Xi Jinping, donc la Chine n'est pas encore arrivé à la COP. Et d'ailleurs, à la faveur d'autres COP, il a toujours été un peu le mouton noir qui dit « C'est vrai que je suis le grand pollueur, mais je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas mettre à mal ma croissance économique juste pour vous faire plaisir. Allons-y mollo ensemble. Si je réduis, vous également tendez donc à réduire. Mais ne me rendez pas plus pauvre ou alors ne me ramenez pas à l'état de pauvreté d'antan juste pour vous faire plaisir et respecter des accords qu'on a tous signés. Voilà. Vous êtes en partie non, même pas en partie. Vous êtes en grande partie responsable depuis les révolutions industrielles. Et bien avant même, vous continuez d'utiliser des ressources non renouvelables pour certaines. Et aujourd'hui, vous avez fini de détruire la couche d'ozone qui en est à s'émincir chaque jour. Mais c'est nous qui aujourd'hui voulons également profiter de ces richesses pour pouvoir accroître notre croissance et ne plus mourir de faim. Et vous voulez que nous on laisse tomber nada. Ça se fera pas. L'Afrique aujourd'hui, on est encore quand même à tergiverser, à jouer quand même un jeu double quant à dire ok, on est des suiveurs, on veut bien préserver la planète, mais voilà, essayer de nous aider. Ce à quoi d'ailleurs ces pays acquiescent et ils disent ok, on va vous aider. Mais nous, on va pas l'argent. Voilà, des promesses, pas de concrétisation. Des promesses pas tenues. Et j'ai quand même aimé le ton de Macky Sall qui est quand même assez dur quant à dire on est déjà à féliciter. Les autres pollueurs qui sont la Chine et l'Inde, ils n'ont même pas de forêt. Nous, au moins, on tend quand même à émettre quoi, 3%. Mais on a en plus la forêt qui fait l'équilibre. Adéquate, oui. Qui équilibre justement ces émissions. Quand vous n'avez rien pour équilibrer. Nous, on équilibre avec nos forêts. On atténue même vos émissions à vous. Voilà. Et vous voulez encore aujourd'hui que le peu de ce que nous on produit avec nos industries qui sont assez embryonnaires même. Et on est aujourd'hui dans l'optique, nous également, de grandir. La croissance. Voilà. Donc, la croissance économique est toujours un peu en train de faire tache d'huile dans toutes les questions liées au climat aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça qui fait à chaque fois tache d'huile parce qu'il y a toujours des questions économiques dans tout engagement à vouloir réduire des productions et donc à réduire les émissions de gaz de serre. Merci, Kwetu. On espère que durant cette COP qui s'achèvera le 18 novembre prochain et que voilà, tout ce que les Africains ont plaidé pourra avoir une suite favorable. On espère bien. On aura, vous, téléspectateurs, on vous donnera bien des informations venant de ce côté-là. À présent, je me retourne vers vous, Kwetu, pour les unes de ce jour. Alors, on va... Je crois qu'il y a une transition. On va y aller. Voilà. Les unes du jour, c'est avec Kwetu. Et non à Pucho.
Alors, on y reviendra. Bienvenue donc à notre tour des unes africaines. Et actualité oblige, on va s'intéresser à notre première une du côté de la Côte d'Ivoire, à la question climatique, bien sûr. On va parler de COP27. Alors, un article signé Abidjan.net. Le vice-président de la République a pris part au sommet présidentiel de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Voilà, on évoque là donc le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, ça va de soi, qui représente, il s'appelle bien sûr Thiemoko Méliette Koné, qui a pris part hier lundi à Sharm el-Sheikh en Égypte au sommet présidentiel organisé dans le cadre de la conférence internationale des Nations Unies sur le changement climatique COP27 et en remplacement ou du moins ce qui vient simplement donc suppléer à Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Ce sommet a enregistré donc la présence de nombreux chefs d'État souverains et chefs de gouvernement, dont celle donc de la République arabe d'Égypte qui accueille, qui est hôte de l'événement de ce sommet, et bien sûr le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Simplement dans cet article d'Abidjan.net, il est question de revenir un peu globalement sur ce qu'a été la première journée, ou du moins la deuxième journée de la COP27, hier le 7 novembre, et quelle a été la partition, ou du moins quelle sera la partition à jouer de la Côte d'Ivoire à cet événement. Après la Côte d'Ivoire, on s'intéresse à l'actualité du côté de la Guinée, et cette fois-ci on parle de toute autre chose, lutte anti-corruption. Plusieurs hauts cadres du ministère des Infrastructures convoqués à la gendarmerie. Et simplement, il faut dire que dans cet article, on revient sur le fait que les hauts fonctionnaires suspendus du ministère des Infrastructures et des Transports sont convoqués ce jour, ce 8 novembre, à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du ministre Yaya Sow, une information qui a été confirmée au téléphone de ce site internet par les concernés, qui ne sont pas plus que ça exprimés, mais qui ont quand même apporté une voix, voilà, d'explication sur ce qu'il retourne de cette convocation visant simplement à lutter contre la corruption en Guinée-Conakry. Voilà, on va sortir de cette question anti-corruption pour évoquer des questions plutôt sécuritaires, cette fois du côté du Burkina Faso avec Burkina 24. Lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré au front. On est à Ouagadougou, la capitale burkinabé, le 7 novembre, hier, voilà. Et on revient donc sur le déplacement du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le week-end, c'était donc le 5 novembre, et qui était donc avec les hommes du 14e régiment interarmée de Djibo, qui a été donc victime d'une attaque terroriste le 24 octobre dernier. Et voilà, en chef de guerre, chef de l'État, il est allé porter du réconfort à ses soldats et surtout les encourager pour la suite du combat qu'ils mènent pour la défense de la patrie. La question sécuritaire, donc, qui est toujours des plus importantes au Burkina Faso, quand on sait qu'elle aura eu raison du dernier président et que voilà, le président Ibrahim Traoré entend simplement assurer la défense, la sécurité des Burkinabés. Voilà, on aura également à la suite Togo First et les questions économiques du côté du Togo. UEMOA titre: le Togo recherche 30 milliards de francs CFA via une émission simultanée d'obligations. Le Togo qui vient de lancer une émission simultanée d'obligations de 30 milliards de francs CFA de maturité 3 et 10 ans sur le marché des titres publics de l'UEMOA d'un nominal de 10 000 francs CFA. L'opération sera donc bouclée le 11 novembre prochain, c'est seulement dans quelques jours, et si les obligations émises de la maturité 3 ans sont assorties d'un taux d'intérêt annuel de 5,3% et celles stipulées de 10 ans seront rémunérées à 6% l'an. Voilà, des questions et des chiffres un peu plus clairs sur cette question économique à lire dans Togo First, le site consacré donc aux questions économiques du côté du Togo. On va sortir de notre revue des unes avec l'actualité au Cameroun et encore des questions économiques
économique avec le quotidien Econews. Banque, la BEAC annonce de nouveaux billets. Voilà, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale annonce la présentation des nouvelles coupures de billets de francs CFA lors du cinquantenaire de la Banque centrale. Ce sera exactement du 20 au 22 novembre prochain en Djamena au Tchad. Quelle importance à l'heure où ce sont les pièces de monnaie qui, elles, manquent criardement le plus. Des questions et d'autres à répondre dans cet article du quotidien camerounais Econews, parution de ce jour, à l'heure où également, bien sûr, le franc CFA tend à créer des problèmes, ou du moins ça fait l'objet de beaucoup de répulsions de la part de nombreux économistes et même de politiques. En tout cas, c'est un sujet économie et bien d'autres que je vous invite vivement à lire et aller en kiosque du côté du Cameroun pour vous en imprégner. C'est donc avec le quotidien Econews du Cameroun qu'on va mettre un terme à notre tour des unes de ce 8 novembre. Merci Péchou, merci comme d'habitude de nous balader ou alors ramener dans ces différentes capitales africaines. Voilà. On n'a pas eu notre... On a évoqué Djamena quand même. ouais, on a quand même évoqué. Voilà, on espère que demain on aura... Les nouveaux billets de la BEAC sont attendus. Il y a toujours un clin d'œil à Djamena. Voilà. Avec Ami d'Info peut-être demain. Ce nouveau billet-là. Elle est déjà dans ce studio, Dame Diefotso, pour le flash d'information en langue anglaise. C'est tout de suite. It's nice having you this day, ladies and gentlemen. Welcome to News Brief over For You Media Africa. Without transition, let's go on to the Horn of Africa, precisely in Egypt, to talk about COP27. Multiple parties call for action in favor of developing countries. Nearly 100 head of state and government are meeting for 2 days in Sharm el-Sheikh, facing calls to deepen emission cuts and financially back developing countries already devastated by the effect of rising temperatures. A multiple of other crises, from Russia's war in Ukraine to soaring inflation and the lingering effects of the COVID pandemic, has raised concern that climate change will drop on the priority first of governments. Time is running out and the end of the decisive decade is a few years away, and we must make use of it to resolve this battle in a way we want. It is time for action and implementation. There is no way to retreat or place for excuses, as missing the opportunity will waste the legacy for future generation of our children and grandchildren, stated Abdel Fattah al-Sisi, Egyptian president. Let's go now to Ethiopia and Tigray to talk about military commanders meant to discuss disarmament issue. Military commanders of Tigray People Liberation Front (TPLF) and the Ethiopian National Defense Force (FDRE) are meeting on Monday in Nairobi, Kenya, as part of the African Union-led cessation of hostilities agreement reached in South Africa last week. The meeting, facilitated by the former president of Kenya, Uhuru Kenyatta, the African Union Special Envoy to the Horn of Africa, Olusegun Obasanjo, and African Union panel of the Vice Member, the former Deputy President of South Africa, Phumzile Mlambo-Ngcuka, is in line with Article 6 of the Cessation of Hostilities Agreement, COHA. Article 6 makes provision that the warring parties should discuss disarmament issue and return to normally integrate within 5 days. The meeting should also provide a roadmap for immediate humanitarian access and restoration of services in the Tigray region. We've gone back to DRC to talk about M23 rebel. Hundreds of young people ready to join the army. Hundreds of young Congolese volunteer to join the army to fight the M23 rebels, who are making increasing advances in Eastern Democratic Republic of Congo. Army officials say more than 3,000 applicants aged between 18 and 30 are registered across the province, in part as a response to a message to the nation by the president
President Felix Tshisekedi Tshilombo, calling a young people to enlist in the army to fight the M23 rebels. The Rwandan government, which has repeatedly denied supporting M23, meanwhile said that a Congolese fighter plane had violated Rwandan airspace by landing briefly at Rubavu Airport. No military action was taken by Rwanda in response, and the jet returned to the DRC, the Rwandan government said in a statement. Finally, we go to Zimbabwe to see how the country launched first ever nano satellite in space. Zimbabwe on Monday announced the launch of its first nano satellite into space in a bid to help collect data to monitor disaster, both agriculture and influence mineral mapping. A rocket carrying the tiny satellite dubbed ZimSat-1 successfully launched from Virginia in the United States alongside Uganda's first satellite as part of the Japan Aerospace Exploration Agency multi-nation project. The United States National Aeronautic and Space Administration (NASA) tweeted Monday the rock will carry experiments about plant mutations and mold flow structure, as well as satellite from Japan, Uganda, and Zimbabwe. Zimbabwe's plan to launch the satellite started in 2018, less than a year after President Emmerson Mnangagwa came into office following the removal of veteran ruler Robert Mugabe through a military coup. Ladies and gentlemen, it is all for today. J Photo is my name. Keep watching On Remue l'Actu. Merci à J Photo pour ce flash d'informations en langue anglaise. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Media Africa, en simultané sur For You Radio 96.3 FM dans le cadre de votre programme quotidien On Remue l'Actu de ce jour. Le sujet du jour nous a conduit en Égypte, notamment la 27e conférence de l'ONU sur le climat. Que peut attendre l'Afrique? Vous pouvez également participer à l'émission, téléspectateurs et internautes, en réagissant sur notre page Facebook For You Media Africa. À la fin de l'émission, on aura le plaisir de lire vos messages. Est-ce qu'on a M. Numbisi Wafo en ligne? Oui, je suis avec vous. Bonjour M. Numbisi Wafo et bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont en studio. Bonjour aux techniciens. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. Merci. Monsieur Numbisi Wafo, le sujet du jour nous a conduit en Égypte. La grande conférence sur les changements climatiques, la COP27, s'est ouverte en Égypte dimanche le 6 novembre. Selon vous, que peut attendre l'Afrique de cette conférence de l'ONU sur le climat, Monsieur Numbisi Wafo? Je suis désolé de dire que l'Afrique ne peut attendre de cette conférence grand-chose. Oui. Et je suis désolé de dire que l'Afrique va encore souffrir, même après cette conférence, au regard du passé de la COP. Je dis que l'Afrique va encore souffrir de l'évolution de la foule scientifique et technologique, ou si vous voulez industrielle, du monde occidental. Vous savez, le monde fonctionne comme une jungle. Et dans la jungle, seuls les plus forts, en raison de leur force, dictent la loi, parce que la loi elle-même est fonction du rapport de force. La loi elle-même est une émanation de la force. Et dans le cas d'espèce, ceux qui travaillent à émettre des gaz à effet de serre, c'est-à-dire ceux qui travaillent à réduire la couche d'ozone pour provoquer des déséquilibres dans le climat ou des déséquilibres climatiques, ceux-là se situent au nord. Et ceux-là sont les plus industrialisés, donc les plus puissants sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, et donc aussi les plus forts. Entendu ici que la force politique et
économique et militaire s'assimile à la force physique dans la jungle. Et donc, chaque fois qu'on se réunit, en réalité, on se réunit pour se donner bonne conscience, je veux dire à ce fort-là, pour se donner bonne conscience et donner l'impression au monde entier qu'ils combattent la course vers la catastrophe qui fait l'humanité. Je rappelle que les perturbations climatiques nous exposent de plus en plus aujourd'hui à la fonte des glaciers, à l'augmentation du niveau des eaux avec des possibilités d'inondation. Vous savez que quand il y a des possibilités d'inondation, les pays qui sont situés dans les îles, c'est-à-dire les pays insulaires, sont sous la menace de l'effacement total. La perturbation climatique nous expose également à l'excès de canicule dans la nature et aux incendies qui se multiplient de plus en plus à mesure qu'on avance dans le temps. Mais comme il est dit tout à l'heure, les perturbations climatiques sont dues à l'utilisation incontrôlée de la science, de la technologie et de l'industrie qui se comportent, enfin je veux dire, ceux qui sont à la manœuvre se comportent comme si ils voulaient démontrer qu'ils sont plus forts que la nature. Vous savez, l'être humain ne peut pas la nature. Et donc, parce que l'être humain demande la nature, l'être humain n'a d'autre choix que de se soumettre aux lois de la nature. Et donc, chaque fois que l'être humain veut s'attaquer à la nature, l'être humain s'attaque à la vie et s'attaque à lui-même. Et c'est pour cela qu'avec la destruction progressive de la nature que pratique cette puissance-là, on a en train d'aller progressivement aussi vers la fin de la vie et donc vers la fin de l'homme sur Terre si rien n'est fait. Je rappelle que les études indiquent que nous serons à 2,8 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle si rien n'est fait. C'est-à-dire que d'ici la fin du siècle, on va transformer la planète en un immense brasier dans lequel aucune vie n'est possible. Mais vous allez me dire, ceux qui font cela sont aussi des êtres humains. Et je disais, dans la folie capitaliste, l'être humain ne compte pas. L'être humain est même transformé en moyen. Ce qui compte, c'est la l'accumulation de l'avoir, c'est la démonstration de la puissance. Et donc, si rien n'est fait, évidemment, on va aller vers la fin de toute vie sur Terre, surtout qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que l'Afrique devrait être choisie, surtout qu'aujourd'hui, l'Afrique, et dans une certaine mesure, l'Amérique du Sud, reste des principaux de ce qu'on va appeler ici l'environnement écologique de la planète. Oui. C'est-à-dire que c'est encore là-bas qu'on rencontre une végétation capable de jouer un rôle de régulateur d'une certaine ampleur sur le réchauffement provoqué par l'émission de gaz à effet de serre et qui diminue la couche d'ozone, c'est qui assèche le monde. Donc nous disons que c'est même parce que l'Afrique est dans cette posture-là que l'Afrique devrait se retrouver chouchoutée. Malheureusement, vous savez que cela exige des contraintes. Les contraintes, c'est que l'Afrique, qui n'est pas coupable, ou alors qui est la moins coupable de ce phénomène de réchauffement, de perturbation climatique, que cette Afrique-là soit au moins dédommagée. Et vous savez que cette Afrique soit dédommagée, ça exige que ceux qui polluent, c'est-à-dire que ceux qui participent à cette destruction-là, qui sont en même temps les plus riches, aident l'Afrique, ou alors accompagnent l'Afrique dans le fait de continuer à se protéger, à protéger le monde à travers la sauvegarde de son écosystème. Et si ce n'est pas donc fait, si ce n'est donc pas fait, et vous, tout indique que ce ne sera pas fait parce que quand on parle du financement des dommages, ça traîne. D'ailleurs, vous savez que pour le sommet actuel, surtout d'ailleurs au moment qu'on a inscrit à l'ordre du jour, le financement des dommages subis par les autres. Mais en même temps, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune contrainte. Oui. Et parce qu'il n'y a aucune contrainte, derrière, ceux qui polluent viennent toujours le pas. Conséquence, au lieu que l'on cantonne le taux de réchauffement à des niveaux qui sont raisonnables, ou alors que l'on travaille à ce que cela
cela se passe, ce taux de réchauffement de la planète là augmente. Sinon, comment vous allez donc expliquer que plus on avance avec la multiplication des sommets de lutte contre les perturbations climatiques, pourquoi au moment où on avance dans cette lutte-là, théorique, cette lutte de discours à mon avis, on note plutôt que dans les faits, il y a une augmentation du taux de réchauffement de la planète. Et donc, je veux dire que ces sommets-là sont des sommets de toute forme. C'est des sommets pour se donner conscience, pour se donner bonne conscience autant pour moi, mais c'est des sommets qui n'apportent pas pour le moment des solutions de fond à ce problème-là, qui est un problème grave. C'est-à-dire que c'est un problème qui prédispose la planète à des catastrophes, notamment aux conséquences incommensurables. Oui. Et nous disons qu'il faut que les grands entre eux, c'est-à-dire que les puissants entre eux, trouvent un moyen de s'autodiscipliner, parce que ce n'est pas l'Afrique qui va, dans sa posture de continent, de faible, ce n'est pas l'Afrique qui va imposer quoi que ce soit avec eux. Ils vont s'autodiscipliner pour obtenir cette destruction massive qu'ils ont en train de poser à la planète. S'ils ne le font pas, et je doute, avec tout ce qui se passe là, s'ils ont pris conscience qu'il va falloir le faire, et qu'ils ne le feront pas, on va multiplier des sommets comme ceux d'Égypte. Le monde continuera tranquillement, mais d'abord sûrement, à avancer vers l'apocalypse. Voilà, M. Nombissi Wafo, est-ce que lors de cette COP27, on peut espérer à ce que les choses changent? Parce que à Glasgow, lors de la COP26, il y a eu des promesses non tenues qui ont été prises. Mais on a vu le président de l'exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui n'a pas manqué d'exprimer le mécontentement de l'Afrique, notamment au financement. Voilà, une contribution financière spécifique des pays développés à l'origine des émissions à gaz à effet de serre, M. Nombissi Wafo. La question là, on peut se demander qu'est-ce que ça va donner. C'est parce qu'on peut être sur le terrain. Nous voyons, ou alors, nous avons le fait de constater qu'il y a très peu de chances que cela produise des résultats, qui soient des résultats capables d'inverser la tendance de la destruction du monde qui est en cours. Nous le disons parce que la gestion des rapports entre les peuples dans le monde ne se fait pas sur la base des sentiments. Ce n'est pas parce que nous allons pleurer de toutes les larmes en Afrique, ce n'est pas parce que nous allons faire valoir au monde que nous souffrons et que nous sommes devenus, que ceux-là vont se prendre de compassion pour nous, ou de pitié, et vouloir avec des secours. Non. Non, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Le monde fonctionne essentiellement sur deux choses, sur deux piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est le rapport de force. Le deuxième pilier, c'est le jeu d'intérêt. Est-ce que ceux-là ont intérêt à protéger l'Afrique contre ce qui pourrait, de leur point de vue, réduire leur pousse à la puissance militaire ou à la puissance économique? Est-ce qu'ils sont prêts à consentir les sacrifices? Je dis, ce n'est pas évident. En tout cas, la réponse par l'affirmative à cette question n'est pas évidente. Donc nous disons que l'Afrique doit se plaindre. Mais il faudrait bien que l'Afrique trouve un moyen de sortir de ces situations de pure plainte pour être en capacité d'exercer, pourquoi pas, des contraintes sur ceux qui polluent. Tant que l'Afrique ne le fera pas, tant que l'Afrique ne sortira pas de ce cantonnement-là, de musulmans, où il y a une puissance, l'Afrique peut dire tout ce qu'elle veut, cela ne change pas, cela ne changera pas grand-chose. Parce que ce qui est valable dans cette option politique pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire la lutte contre les perturbations climatiques, ce qui est valable là-bas, c'est ce qui est valable également dans le giron de la politique ou des relations internationales dans son ensemble. Et dans ce milieu-là, quand vous êtes petit, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous laissez écraser par des gens qui sont plus grands que vous, jusqu'à ce que vous travaillez à être plus grand et plus fort, pour soit équilibrer le rapport de force, ou inverser le rapport de force en votre faveur, de façon à vous protéger et à
Fixez votre mot à vous aussi à votre tour. Merci, M. Numbisi Wafo. Merci d'avoir édifié nos téléspectateurs et nos internautes. Comme d'habitude, on aura le plaisir de vous retrouver demain. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à demain. Passez une excellente journée, M. Numbisi Wafo. Merci pour cette analyse, M. Numbisi Wafo. Je crois qu'on a notre militant écologiste DJ Yimkwa en ligne qu'on va aussi prendre tout de suite. Bonjour, M. DJ Yimkwa. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va directement aller avec la première question parce que le temps nous tient à la gorge. Monsieur Yimkwa, la grande conférence sur les changements climatiques, la COP27, s'est ouverte le dimanche 6 novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Selon vous, que peut attendre l'Afrique de cette conférence, Monsieur Yimkwa? L'Afrique va en Égypte pour un seul objectif: chercher les financements pour s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. L'Afrique est le continent le plus vulnérable face au changement climatique. L'Afrique est le continent qui émet le moins les gaz à effet de serre sur le plan mondial. L'Afrique, dans le cadre de la responsabilité partagée, la solidarité internationale, a sa part à donner à cette lutte contre le changement climatique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est le climat qui est le thème central à la COP 27. Donc, l'Afrique doit assurer sa transition énergétique, sa transition écologique, et l'Afrique a besoin des moyens. L'Afrique est le deuxième poumon vert de la planète à travers le bassin du Congo, qui a une capacité de séquestrer le carbone à hauteur de 25% sur le plan mondial. Donc, l'Afrique y va parce que elle a besoin des moyens pour sa survie. Didier Yimkwa, le continent africain, selon les experts, est le moins pollueur, mais le continent le plus exposé au réchauffement climatique et aux gaz à effet de serre. Alors, comment comprendre cette injustice et comment peut-on y remédier? Trop d'engagement. Mais un an après, lorsqu'on fait le bilan, pour ne pas dire que c'est... le bilan est presque négatif, parce que je ne suis pas sûr que toutes les promesses ont été tenues. Donc, il faut voir si, en mettant sur la table ces engagements, des pays les plus riches, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre vont cette fois-ci casser la tirelire et surtout tourner le dos à l'hypocrisie internationale qui caractérise ces communautés internationales. Parce que l'Afrique aujourd'hui, comme disait quelqu'un, est le continent qui va sauver la combustion de la planète. Il faut accompagner l'Afrique à réguler le climat mondial. Et pour sortir de la question, je crois que l'Afrique doit déjà penser à ses propres solutions endogènes. L'Afrique doit penser à se prendre en main. Et l'exemple le plus patent, c'est la grande muraille verte qui est en train d'être réalisée du Sénégal jusqu'à Djibouti. Ça fait à peu près 130 000 hectares de sol à reboiser. C'est un projet sud-sud. Cela prouve que les Africains peuvent aujourd'hui, si ils s'entendent, faire des bonnes choses. Ce projet de reboisement, cette ceinture verte, va permettre, surtout à la zone soudano-sahélienne, à la restauration des terres et permettre aux populations de se développer à travers les activités agro-pastorales.
Monsieur Didier Imkwa, vous êtes militant écologiste. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. On va peut-être sortir. Kwetu, Didier Imkwa a noté que l'Afrique doit se prendre en charge, l'Afrique doit trouver des solutions endogènes, ne pas compter sur ces pays développés. On a vu des promesses qui n'ont pas été tenues et que l'Afrique doit profiter de cette COP27 pour chercher des financements pour mieux lutter contre tout ce qui détruit le climat. Effectivement, je pense que la question financière revient de plus en plus, enfin revient principalement lorsqu'on évoque cette COP27 en Afrique. Et effectivement, de réclamer ces financements, ce n'est pas que de réclamer également toujours une position de victimisation, mais c'est que les choses sont comme elles sont. Et la réalité, elle est, on ne peut plus claire. Il est important pour l'Afrique aujourd'hui de faire face à ces conséquences du réchauffement et les pays industrialisés, fortement industrialisés, se sont portés garant à le faire. Donc il est simplement question de respecter les engagements. Maintenant, quant à respecter ces engagements, même les sommes versées ne seront jamais assez conséquentes pour pouvoir amener ces centaines de morts que connaît l'Afrique aujourd'hui à cause des inondations, de sécheresse et bien d'autres choses. Il est important aussi pour l'Afrique de pouvoir implémenter des actions par elle-même, et il a évoqué cette ceinture verte et qui est une action sud-sud. Et je pense que tout ce qui est action sud-sud aujourd'hui, à l'heure où on entend briser les chaînes de paternalisme, n'est qu'à saluer fortement. Il sera même bénéfique pour l'Afrique. Oui, parce que c'est simplement montrer finalement au Nord qu'on peut également nous-mêmes initier des actions bénéfiques pour nous sans passer par toujours l'aval ou le soutien de ces pays du Nord. Voilà, merci Kwetu. Et c'est avec vous que nous mettons un terme à cette production du jour. On remue l'actu. On aura le plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles informations, l'info du jour, une du jour, l'image du jour. On n'a pas eu l'image du jour, mais on vous promet, demain on aura. Mais avant de sortir, on va lire... Peut-être saluer aussi. Justement, on va lire ce message de Draman Issa. Bonjour Kwetu et For You Media, je m'excuse pour avoir transformé le nom Kwetu chaque fois dans mes messages. On se posait bien la question. On se posait bien qui était à Puchu, qu'est-ce que ça signifiait. Merci. Aujourd'hui, il a apporté une réponse à toutes nos questions. Ça nous va droit au cœur de savoir que vous êtes là. Vraiment, on a finalement plus de mystère. Voilà, le mystère est tombé. Je vous assure, vous étiez devenu une espèce de sujet de toutes nos conversations après l'émission, quant à savoir, mais qui parmi nous est Puchu ou qu'est-ce que ça signifie Puchu?